Alors qu'une inondation dévastatrice transforme une ville en un piège aquatique, un groupe de personnes se retrouve prisonnier d'une vieille banque. Leur seul espoir de survie est un coffre-fort du 19e siècle, une forteresse d'acier que personne ne peut ouvrir. Personne, sauf un serrurier à la retraite, un homme discret dont les compétences oubliées sont sur le point de devenir la clé de leur salut. Mais le véritable secret du coffre n'est pas ce qu'il protège, mais le chemin qu'il cache. Si vous aimez les récits de survie où l'ingéniosité déjoue le destin, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Arthur Dubois était un homme qui parlait le langage silencieux du métal. À 78 ans, ses mains, bien que marquées par les taches de vieillesse et une arthrite naissante, possédaient encore une grâce et une sensibilité extraordinaires. Elles étaient les mains d'un horloger, d'un chirurgien, mais sa spécialité n'avait pas été de réparer des cœurs ou des montres, mais de les ouvrir. Pendant plus de 50 ans, Arthur avait été l'un des meilleurs serruriers de la ville, un maître artisan capable de comprendre les secrets d'une serrure par le simple toucher, d'entendre le murmure des goupilles et des pennes avec une oreille stéthoscopique. Il n'était pas un cambrioleur, il était un libérateur. Il avait passé sa vie à ouvrir des portes pour des gens qui avaient perdu leurs clés, à déverrouiller des coffres-forts dont les secrets avaient été emportés dans la tombe par leurs propriétaires, à restaurer des mécanismes anciens avec un respect quasi religieux. Maintenant à la retraite, il menait une vie tranquille, rythmée par le jardinage et la lecture. Ses outils, autrefois une extension de ses doigts, reposaient dans une boîte en bois doublée de velours, des reliques d'une vie passée. Mais ce jour-là, un jeudi matin pluvieux, il avait dû ressortir une partie de son équipement. Une de ses plus anciennes clientes, une vieille dame décédée récemment, lui avait légué un petit coffret dans son testament, mais personne n'avait la clé. La banque, qui gérait la succession, l'avait donc appelé, lui, le seul homme de la ville capable d'ouvrir un tel objet sans le détruire. Il se trouvait maintenant dans le hall majestueux de la banque centrale de la ville, un bâtiment du 19e siècle qui était un monument en soi. Avec ses plafonds voûtés, ses colonnes de marbre et ses boiseries sombres, l'endroit ressemblait plus à une cathédrale qu'à une institution financière. Il était assis à une table massive avec le jeune directeur de la banque, un homme en costume impeccable nommé M. Durand, et l'héritière de la vieille dame. Dehors, la pluie, qui tombait depuis 3 jours sans discontinuer, s'était transformée en un véritable déluge. Des rafales de vent projetaient des rideaux d'eau contre les hautes fenêtres, et la rue en contrebas était déjà une rivière boueuse. Arthur travaillait sur le petit coffret en bois et en laiton, ignorant l'agitation croissante à l'intérieur de la banque. Il utilisait de minuscules crochets et tenseurs, son visage concentré, ses oreilles à l'écoute des clics infinitésimaux du mécanisme. Autour de lui, la vie de la banque suivait son cours, ralentie par le temps exécrable. Une dizaine de clients attendaient au guichet, quelques employés discutaient à voix basse. Il y avait une jeune femme enceinte, visiblement anxieuse, un homme d'affaires qui pestait contre le mauvais temps au téléphone, et une étudiante qui lisait un livre, essayant d'ignorer le chaos grandissant à l'extérieur. Les alertes d'inondation crépitaient à la radio, mais personne ne semblait encore prendre la pleine mesure de la menace. La ville, bien que souvent sujette à des crues, n'avait pas connu d'inondation majeure depuis des décennies. Arthur sentit le dernier peine céder sous son crochet. Il y eut un clic satisfaisant, et le couvercle du coffret s'entr'ouvrit. Il sourit, un sourire fatigué. Il avait réussi. C'est à cet instant précis que la nature décida de reprendre ses droits. Un grondement sourd, plus puissant que le tonnerre, se fit entendre. Les immenses portes en verre de la banque, conçues pour résister à des vents violents, explosèrent vers l'intérieur sous la pression d'un mur d'eau boueuse. Le déluge venait de commencer. L'irruption de l'eau dans le grand hall de la banque fut d'une violence inouïe. Ce n'était pas une inondation, c'était un tsunami urbain. Un mur d'eau et de boue, charriant des débris de la rue, des poubelles, des branches d'arbres, des morceaux de mobilier urbain déferla à travers les portes brisées avec la force d'un bélier. Les cris de surprise et de terreur se mêlèrent au rugissement de l'eau. Les lourds comptoirs en marbre furent renversés comme des jouets. Les chaises et les tables furent emportées dans un tourbillon chaotique. En l'espace de quelques secondes, le niveau de l'eau monta jusqu'aux genoux, puis à la taille. Le courant était si puissant qu'il était presque impossible de tenir debout. Arthur, projeté de sa chaise, fut sauvé par son instinct. Il s'agrippa à l'une des colonnes massives en marbre, résistant à la force du courant qui menaçait de l'emporter. Il vit le jeune directeur de la banque, Durand, être projeté contre un mur, visiblement sonné. L'étudiante avait disparu sous l'eau, mais refit surface quelques mètres plus loin, s'accrochant désespérément à un bureau flottant. La panique était totale. Les gens hurlaient, tentant de nager ou de s'agripper à n'importe quoi pour ne pas être emportés. L'eau était glaciale, opaque, et son odeur était un mélange fétide d'égout, de terre et de carburant. Les lumières clignotèrent, puis s'éteignirent, plongeant le hall dans une semi-obscurité, seulement éclairée par la lumière grise et sinistre qui filtrait à travers les fenêtres brisées. Les portes principales,
par lesquels l'eau continuait de se déverser, étaient infranchissables. La sortie de secours à l'arrière du bâtiment était probablement bloquée par la même pression d'eau. Ils étaient piégés. Arthur, toujours agrippé à sa colonne, évalua la situation avec une froideur qui contrastait avec le chaos ambiant. Le niveau de l'eau montait à une vitesse terrifiante. Bientôt, tout le rez-de-chaussée serait submergé. Il devait trouver un endroit en hauteur. Mais il n'y avait pas d'escalier menant aux étages supérieurs dans le hall principal. Les bureaux de la direction étaient accessibles par un autre bâtiment. « Le sous-sol » cria quelqu'un. « Il y a une porte vers les escaliers de service au sous-sol. » C'était une idée désespérée. Le sous-sol serait le premier endroit à être complètement inondé. Mais la porte menant aux escaliers était leur seule chance d'atteindre les étages supérieurs et d'échapper à la noyade. Avec l'aide d'un autre client, un homme robuste qui semblait être un ouvrier du bâtiment, Arthur réussit à former une chaîne humaine. Ils se tinrent par la main, luttant contre le courant, et guidèrent les autres, un par un, vers la porte en bois massif qui menait au sous-sol. La femme enceinte, en état de choc, fut la première. Puis l'étudiante, puis les autres. Arthur et l'ouvrier fermèrent la marche. Ils réussirent à ouvrir la lourde porte et se précipitèrent dans la cage d'escalier. Mais leur espoir fut de courte durée. L'eau s'engouffrait déjà dans le sous-sol par les soupiraux, et l'escalier qui montait était bloqué par une grille en fer forgé, fermée par un cadenas moderne. Ils étaient pris au piège à nouveau, dans un espace encore plus confiné, avec l'eau qui montait inexorablement le long des marches. Le sous-sol de la banque était un labyrinthe de couloirs étroits et de pièces voûtées. L'eau glaciale montait rapidement, atteignant déjà la 3e marche de l'escalier où le petit groupe de survivants s'était réfugié. Le bruit de l'eau qui s'engouffrait était assourdissant, un gargouillement sinistre qui semblait être la voix de leur tombeau. La grille en fer forgé qui bloquait l'escalier vers les étages supérieurs était leur condamnation. C'était une grille de sécurité moderne, installée quelques années auparavant. Le cadenas était un modèle de haute sécurité, en acier cémenté, impossible à briser ou à forcer sans des outils puissants qu'il n'avait pas. Arthur l'examina à la lueur d'une petite lampe de poche qu'un des employés de la banque avait sur son porte-clés. Même dans ses meilleures années, avec son équipement complet, il lui aurait fallu du temps pour ouvrir une telle serrure. Ici, dans le noir, avec l'eau qui lui léchait les pieds, c'était impossible. Le désespoir était palpable. La femme enceinte sanglotait doucement, terrifiée pour son bébé à naître. L'homme d'affaires, qui avait perdu son téléphone et son arrogance, était prostré, le visage vide. Le temps leur était compté. Ils n'avaient que quelques minutes avant que l'eau n'atteigne le haut de l'escalier et ne les noie. C'est alors qu'Arthur eut une autre idée. Une idée qui semblait, à première vue, encore plus folle. « Le coffre » dit-il, sa voix s'élevant à peine au-dessus du bruit de l'eau. Durand, le directeur de la banque, qui était resté silencieux jusqu'à présent, le regarda comme s'il avait perdu la raison. « Le coffre ? Mais c'est au niveau le plus bas. Il sera le premier à être complètement submergé. » « Il est étanche » répondit Arthur. Ces vieux coffres étaient conçus pour résister au feu, aux explosions et aux inondations. C'est une forteresse. Si nous pouvons entrer à l'intérieur, nous serons en sécurité, au moins temporairement. L'idée était audacieuse. Le coffre-fort de la Banque centrale était une légende dans la ville. Il datait de la construction de la banque, en 1888. C'était une chambre forte massive, construite par la célèbre maison Fichet, réputée inviolable. Sa porte, épaisse de près de 30 cm d'acier et de béton, pesait plusieurs tonnes. Son mécanisme de fermeture était un chef-d'œuvre d'horlogerie, une combinaison complexe de peines, d'engrenages et de cadrans. Personne n'avait réussi à l'ouvrir sans la combinaison depuis sa construction. Durand secoua la tête. « C'est impossible, Arthur. La combinaison a été perdue il y a des décennies. Nous ne l'utilisons plus que pour le stockage d'archives. Elle n'a pas été ouverte depuis au moins 20 ans. Même si nous avions la combinaison, le mécanisme est probablement grippé. »« Laissez-moi essayer, » insista Arthur. C'était un défi, le défi ultime pour un serrurier de sa trempe. C'était comme pour un alpiniste de se retrouver face à l'Everest. Ils n'avaient pas le choix. Ils descendirent dans l'eau glaciale, qui leur arrivait maintenant à la taille, et se dirigèrent vers la salle du coffre. La porte du coffre-fort était encore plus impressionnante de près. C'était un monstre d'acier, une porte circulaire qui semblait être l'entrée d'un sous-marin. Au centre, une grande roue chromée et un cadran de combinaison à 4 chiffres. « Nous n'avons aucune chance » murmura l'étudiante, Chloé. Mais Arthur ne l'écoutait pas. Il était déjà dans son monde. Il posa ses mains sur la porte d'acier froide. Il ferma les yeux. Il n'était plus un vieil homme frêle et effrayé. Il était un artiste, un maître,
se préparant à dialoguer avec une de ses pairs, une vieille dame d'acier pleine de secrets. Le temps était leur ennemi le plus pressant. L'eau dans le sous-sol continuait de monter, et le niveau avait déjà atteint leur poitrine. Le froid était intense, engourdissant leurs membres et leur esprit. Arthur savait qu'il n'avait que très peu de temps. Il n'avait pas ses outils. Il devait improviser. Il demanda à Léo, l'agent de sécurité, de lui donner son stéthoscope de service, un modèle bon marché mais qui pourrait faire l'affaire. Il avait besoin d'un tenseur et de crochets. Il utilisa la fine tige métallique d'une baleine de parapluie qu'il trouva flottant dans l'eau pour fabriquer un tenseur rudimentaire. Pour les crochets, il utilisa les pinces à cheveux de Chloé. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était mieux que rien. Il commença par la première étape, l'écoute. Il plaça le pavillon du stéthoscope contre la porte d'acier, juste à côté du cadran de la combinaison. Il commença à tourner lentement la roue, son oreille collée à l'écouteur, essayant de percevoir les sons infinitésimaux du mécanisme interne. C'était un dialogue, une conversation silencieuse entre le serrurier et la serrure. Il écoutait le bruit des disques qui tournaient, le léger frottement des engrenages. La plupart des gens n'entendraient qu'un léger bruit de mécanique. Mais Arthur entendait une langue. Il pouvait distinguer le son d'un disque qui s'enclenche dans la bonne position, un clic presque imperceptible, différent du son des autres disques. C'était un travail d'une concentration extrême. Il devait ignorer le bruit de l'eau qui clapotait, les gémissements de M. Dubois, les murmures anxieux des autres. Son monde se réduisit au son qui parvenait à son oreille. Il tourna la roue dans un sens, lentement, jusqu'à ce qu'il entende le premier clic. Il s'arrêta. Il avait le premier chiffre. Il inversa la rotation. Le processus était encore plus difficile. Il devait faire tourner la roue plusieurs fois, sentant la résistance changer à chaque tour. Il trouva le deuxième chiffre. Puis le troisième. Le quatrième et dernier disque était le plus difficile. Le mécanisme était vieux, probablement encrassé par des décennies d'inactivité. Le clic était faible, presque noyé dans les bruits de fond. Il s'y reprit à plusieurs fois, perdant le compte, devant tout recommencer. La pression était immense. Le niveau de l'eau atteignait maintenant leurs épaules. La femme enceinte commençait à paniquer, sentant le froid la saisir. « Plus vite, Arthur, s'il vous plaît » supplia Durand. Mais Arthur ne pouvait pas se presser. La précipitation était l'ennemi de son article. Il ferma les yeux, se coupa du monde, et se concentra uniquement sur le son. Il recommença le processus pour le quatrième disque, tournant la roue avec une lenteur infinie. Et puis, il l'entendit. Un clic faible, mais net. Il avait la combinaison. Mais ce n'était pas fini. La combinaison déverrouillait les disques, mais la porte était toujours maintenue fermée par une série de pènes massifs, actionnés par la grande roue centrale. Il essaya de tourner la roue. Elle était bloquée. Grippé par la rouille et l'inactivité. Il avait besoin de force. Il appela Léo et l'autre homme valide à l'aide. À trois, ils s'arc-boutèrent sur la roue, leurs pieds glissant sur le sol inondé. Ils poussèrent de toute leur force, leurs muscles bandés par l'effort. La roue commença à bouger, millimètre par millimètre, avec un grincement de protestation horrible. Ils continuèrent, grognant, jusqu'à ce qu'ils entendent une série de claques sourds et profonds. C'étaient les pènes qui se rétractaient. La porte était déverrouillée. Ils tirèrent la lourde porte d'acier, qui s'ouvrit lentement, révélant une obscurité totale et une odeur de papier ancien et d'air confiné. Juste à ce moment, une vague plus forte déferla dans le couloir, submergeant presque leur tête. Ils se précipitèrent à l'intérieur du coffre, s'entraidant pour hisser M. Dubois et la femme enceinte, juste avant que Léo et Arthur ne referment la lourde porte. Ils tournèrent la roue de l'intérieur, engageant les pènes. Ils entendirent le bruit de l'eau qui frappait la porte, mais à l'intérieur, ils étaient au sec. Ils étaient en sécurité. Le dialogue avec l'acier était terminé. Et le vieux serrurier l'avait gagné. À l'intérieur du coffre-fort, le silence était absolu. Le rugissement de l'inondation, qui avait été leur univers sonore pendant la dernière heure, fut remplacé par un silence de tombeau, un silence encore plus profond et plus oppressant que celui du sous-sol. La seule lumière était celle de la petite lampe de poche, dont le faisceau dansait sur les murs en acier et les visages pâles des survivants. Ils étaient une dizaine, entassés dans un espace d'environ 20 mètres carrés. L'air était froid, stagnant, et sentait la poussière et le papier ancien. Le long des murs, des étagères métalliques étaient chargées de vieux registres comptables et de boîtes d'archives, les fantômes de la richesse passée de la ville. Le soulagement d'avoir échappé à la noyade était immense, palpable. Des larmes de joie et de gratitude coulèrent. La jeune étudiante, Chloé, serra Arthur dans ses bras, le remerciant encore et encore. Même Durand, le directeur de la banque, lui serra la main avec un respect sincère.
Vous nous avez sauvés, Arthur. Je ne sais pas comment vous remercier. Arthur, épuisé, se contenta de hocher la tête. Il s'assit sur une caisse, son corps tremblant enfin sous l'effet de la décompression et du froid. Ils étaient en sécurité. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Mais alors que les minutes s'égrenaient, se transformant en 1 heure, puis 2, une nouvelle angoisse, plus insidieuse, commença à s'installer. L'air. L'air dans le coffre-fort était lourd, vicié. Chaque inspiration semblait moins satisfaisante que la précédente. La flamme de la lampe de poche, qui était une lampe à carbure, commença à vaciller, sa lumière devenant plus faible, plus orangée. C'était un signe inquiétant. Un signe que le niveau d'oxygène était en train de baisser. Leur sanctuaire était aussi un piège. Un piège hermétiquement scellé. Ils avaient échappé à la mort par l'eau pour faire face à une mort plus lente et plus silencieuse, la suffocation. La panique, qui s'était brièvement dissipée, revint, plus forte, plus existentielle. « On va étouffer ici !» cria l'homme d'affaires, sa voix résonnant dans l'espace confiné. « Il faut sortir. Il faut rouvrir la porte. »« Et faire quoi ?» rétorqua Léo. « Se noyer. » Dehors, l'eau a probablement rempli tout le sous-sol jusqu'au plafond. Rester ici est notre seule chance. Mais pour combien de temps? Arthur, malgré sa fatigue, sentit son esprit s'activer à nouveau. Il savait que Léo avait raison. Ouvrir la porte était un suicide. Mais rester à l'intérieur était aussi une condamnation à mort. Il devait y avoir une autre solution. Son esprit de serrurier et de mécanicien se mit à analyser le problème. Ce coffre avait été construit à la fin du XIXe siècle. C'était une merveille de technologie pour son époque. Mais les ingénieurs de l'époque étaient-ils assez stupides pour concevoir une chambre hermétiquement scellée sans aucune forme de ventilation? C'était peu probable. Un coffre complètement hermétique aurait des problèmes de condensation, de moisissure, qui endommageraient les documents précieux qu'il était censé protéger. Et il y avait aussi la question de la sécurité. Que se passerait-il si quelqu'un était accidentellement enfermé à l'intérieur? Il devait y avoir un système, un secret, une solution d'urgence. Il se souvint d'avoir lu, des années auparavant, un vieux traité sur la conception des coffres-forts de l'ère victorienne. Il se concentra, essayant de se remémorer les détails. Le livre parlait de systèmes de ventilation ingénieux, conçus pour être à la fois discrets et inviolables de l'extérieur. Des systèmes qui utilisaient des labyrinthes de tuyaux, des chicanes, pour permettre à l'air de circuler tout en empêchant quiconque d'utiliser le conduit pour forcer l'entrée ou introduire des explosifs. L'espoir renaquit en lui. Il devait y avoir un tel système ici. Il fallait juste le trouver. Éclairez les murs, ordonna Arthur, sa voix reprenant une autorité tranquille. Lentement. Cherchez la moindre anomalie. Une grille, un panneau, une plaque de métal qui ne semble pas faire partie de la structure principale. Le faisceau de la lampe de Léo commença son lambalayage des murs d'acier. Ils étaient recouverts de rangées d'étagères, qu'ils durent commencer à vider, déplaçant des piles de registres comptables lourds et poussiéreux. C'était un travail épuisant dans l'air de plus en plus raréfié. Chaque effort leur coupait le souffle, leur rappelant l'urgence de leur quête. Ils examinèrent chaque centimètre carré des murs. L'acier était lisse, uniforme, sans la moindre trace d'une ouverture. Ils firent de même avec le plafond et le sol. Rien. Le découragement était immense. Il n'y a rien, Arthur, dit Durand, sa voix pleine de désespoir. C'est une boîte en acier. Rien de plus. C'est impossible, insista Arthur. Les ingénieurs de cette époque étaient des artistes. Ils ne laisseraient jamais un tel défaut de conception. Nous ne regardons pas correctement. Il se leva et s'approcha lui-même d'un mur, ses doigts experts parcourant la surface froide de l'acier. Il cherchait une couture, une jointure, une différence de texture. Il se fiait à son sens du toucher, qui avait toujours été plus fiable que sa vue. Il passa plusieurs minutes à explorer une section du mur, ses doigts dansant sur le métal. Puis, il s'arrêta. « Ici, dit-il. Éclaire ici. » Léo dirigea le faisceau de la lampe sur le point indiqué par Arthur. Au premier abord, on ne voyait rien. Mais en regardant de plus près, on pouvait distinguer une ligne extrêmement fine, presque invisible, qui dessinait un carré d'environ 30 cm de côté. Ce n'était pas une soudure. C'était une découpe, si parfaitement ajustée qu'elle était presque imperceptible. « C'est un panneau d'inspection, dit Arthur. Le système de ventilation doit être derrière. » Mais comment l'ouvrir? Il n'y avait aucune poignée, aucune serrure visible. C'était conçu pour être inviolable. Arthur examina le panneau de plus près. Il remarqua, dans un des coins, un minuscule trou, pas plus gros qu'une tête d'épingle. C'était la clé.
Il sortit à nouveau l'un de ses crochets improvisés, la fine tige de métal de la baleine de parapluie. Il l'inséra délicatement dans le trou. Il sentit une légère résistance, puis un clic. Il avait actionné un mécanisme de déverrouillage caché. Le panneau se décolla légèrement du mur. Avec l'aide de Léo, ils réussirent à le retirer, révélant une petite cavité dans le mur. À l'intérieur, il y avait un spectacle d'une complexité mécanique fascinante. Un réseau de petits engrenages, de leviers et de soupapes, le tout en laiton, magnifiquement usiné. C'était le contrôle du système de ventilation. Et à côté, il y avait une manivelle. Avec une excitation grandissante, Arthur saisit la manivelle et commença à la tourner. Les engrenages s'enclenchèrent avec un bruit doux et précis. Ils entendirent un léger sifflement, et sentirent un courant d'air frais et pur entrer dans le coffre-fort. L'effet fut instantané. C'était comme de boire un grand verre d'eau après des jours de soif. Ils prirent de grandes bouffées de cet air nouveau, sentant leurs poumons se remplir, leurs esprits s'éclaircir. La flamme de la lampe se redressa, sa lumière devenant plus vive et plus blanche. Ils avaient trouvé le souffle caché du coffre. Ils étaient sauvés de la suffocation. Mais Arthur n'avait pas fini. Le courant d'air n'était pas seulement une source d'oxygène. C'était un chemin. Il se pencha et regarda dans l'ouverture derrière le panneau de contrôle. Il vit le début d'un conduit de ventilation, un tunnel métallique étroit qui s'enfonçait dans l'épaisseur du mur et semblait monter. Ce n'est pas seulement un système pour faire entrer de l'air, dit-il, un sourire se dessinant sur son visage. C'est aussi une sortie de secours. Et je pense savoir où elle mène. Le conduit de ventilation était leur seule et unique voie de sortie. C'était un passage étroit, d'environ 60 cm de diamètre, sombre et intimidant. L'idée de ramper à l'intérieur de ce tunnel métallique était terrifiante, mais l'alternative rester indéfiniment dans le coffre-fort en attendant des secours qui ne viendraient peut-être jamais était encore pire. La décision fut prise rapidement. Ils devaient tenter leur chance. Léo, en tant qu'homme le plus en forme et le plus courageux, se porta volontaire pour passer en premier et explorer le chemin. Il se glissa dans l'ouverture, sa lampe de poche à la main, et commença à ramper. Le reste du groupe attendit dans un silence angoissant, tendant l'oreille. Ils l'entendirent progresser, le son de ses mouvements étouffés par le métal. Après quelques minutes qui parurent une éternité, sa voix leur parvint, déformée par l'écho du conduit. C'est praticable. Le tunnel monte et semble tourner. L'air est frais. Je pense que ça mène quelque part. L'évacuation commença, un processus lent et difficile. Chacun leur tour, ils se glissèrent dans le conduit. Ce fut une épreuve de claustrophobie et de courage. Ils devaient ramper sur les mains et les genoux, dans une obscurité presque totale, seulement guidés par la lumière lointaine de la lampe de Léo et la voix rassurante d'Arthur, qui leur donnait des instructions depuis l'arrière. Le plus difficile, une fois de plus, fut de faire passer M. Dubois. Ils le firent glisser doucement, Léo le tirant par les épaules tandis qu'un autre le poussait par les pieds. Le passage était si étroit que son plâtre improvisé raclait contre les parois métalliques. Le voyage à travers le chemin de l'air fut une expérience surréaliste. Ils rampaient à l'intérieur des murs de la banque, dans un espace qui n'était pas censé être vu ou parcouru par des êtres humains. C'était un monde de rivets, de soudure et de silence métallique, seulement troublé par le son de leur propre respiration et le sifflement constant du courant d'air. Le conduit montait en serpentant, contournant des obstacles invisibles, des poutres de soutien, des canalisations. Parfois, ils pouvaient entendre, à travers le métal, le son lointain et sinistre de l'eau qui tourbillonnait encore dans le bâtiment. Ils étaient des créatures des profondeurs, remontant lentement vers la surface. Après une vingtaine de mètres, le conduit métallique déboucha dans un espace plus grand. C'était une cheminée. Une vieille cheminée en briques, large d'un peu plus d'1 mètre. Elle montait tout droit dans l'obscurité. Les parois étaient couvertes de suie, mais offraient des prises pour les mains et les pieds. Arthur comprit immédiatement le génie de la conception. Le système de ventilation du coffre-fort utilisait une cheminée désaffectée d'un bâtiment voisin pour créer un tirage d'air naturel, un système passif et indétectable. Ils n'étaient plus dans la banque. Ils étaient dans le bâtiment d'axe en grave côté. L'ascension de la cheminée fut la dernière et la plus grande épreuve. C'était une escalade verticale de près de 15 mètres. Léo, encore une fois, monta en premier, installant une corde qu'ils avaient trouvée dans le coffre pour aider les autres. Ils montèrent un par un, s'aidant mutuellement, leur corps endolori protestant à chaque mouvement. La femme enceinte, malgré sa peur, fit preuve d'un courage remarquable. Éléonore, la bibliothécaire, qui avait passé sa vie à lire des aventures, était en train d'en vivre une, plus intense que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Arthur, malgré son âge, monta avec une agilité surprenante, ses vieilles mains trouvant des prises sûres dans la brique.
Ils se sentaient plus vivants qu'ils ne l'avaient été depuis des années. Alors qu'ils approchaient du sommet de la cheminée, ils commencèrent à sentir un changement. L'air devint plus frais, plus humide, et portait l'odeur de la pluie et de la ville mouillée. Et puis, ils virent la lumière. Non pas la lumière du soleil, mais une lueur grise et diffuse qui filtrait par le haut. C'était la lumière du jour. Un cri de joie et de soulagement parcourut le groupe. Ils accélérèrent le pas, animés par une nouvelle énergie. Léo fut le premier à atteindre le sommet. Il se hissa hors de l'ouverture et se retrouva sur un toit plat, couvert de goudron. Il aida ensuite les autres à sortir, un par un. Le spectacle qui s'offrit à eux était à la fois désolant et magnifique. La ville, en dessous d'eux, était un lac. L'eau boueuse recouvrait les rues, les voitures étaient submergées, et seuls les étages supérieurs des bâtiments émergeaient de l'eau. Le silence était étrange, le bruit de la ville ayant été remplacé par le clapotis de l'eau. Mais ils étaient en sécurité. Ils étaient en hauteur, au-dessus du chaos. Ils avaient réussi. Ils se prirent dans les bras, riant et pleurant, un petit groupe de naufragés sur une île de goudron. Ils avaient survécu à l'inondation, à l'enfermement, à la suffocation, grâce à la connaissance et au courage d'un vieil homme que le monde avait jugé obsolète. Ils attendirent sur le toit pendant plusieurs heures. Finalement, ils virent un bateau de sauvetage des pompiers qui patrouillait dans la rue en contrebas. Ils crièrent, agitèrent les bras. Le bateau les repéra et s'approcha. L'étonnement des sauveteurs en les voyant sur ce toit, alors que tout le quartier était supposé avoir été évacué, fut total. Leur histoire, lorsqu'ils la racontèrent, semblait incroyable. L'histoire du serrurier à la retraite qui avait ouvert un coffre-fort inviolable, et qui avait trouvé un chemin de survie à travers un conduit de ventilation secret et une cheminée oubliée. Dans les jours qui suivirent, Arthur Dubois devint une célébrité locale. On le surnomma le serrurier de l'Arche, l'homme qui avait mené son petit groupe de survivants hors du déluge. Mais il refusa les interviews et les honneurs, retournant à sa vie tranquille dès que possible. Pour lui, il n'avait rien fait d'héroïque. Il avait simplement fait son travail. Il avait vu une porte fermée, et il l'avait ouverte. Et derrière cette porte, il avait trouvé non seulement un abri, mais un chemin. Il avait prouvé que même dans le monde moderne, les vieilles compétences, la connaissance des anciens mécanismes avaient encore leur place. Et que parfois, la clé la plus importante n'est pas celle qui ouvre une porte vers l'avenir, mais celle qui ouvre une porte vers le passé. Le coffre-fort de la Banque centrale, vidé de ses archives et nettoyé, devint une attraction touristique, un mémorial de l'inondation. Et à côté de sa porte massive, une petite plaque de laiton fut installée. Elle ne portait que quelques mots, ouverts par Arthur Dubois. Le 12 octobre 2025. Car aucune porte n'est jamais vraiment fermée à celui qui s'est écouté.